Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette soirée de l'Université populaire, des lundis de l'Université populaire, dans le cycle Les 500 ans du Havre. Bienvenue, mais recevez aussi toutes nos demandes d'excuses. Jacques Charlier, qui est un éminent et très bon collègue de l'Université de Louvain-la-Neuve, séparation linguistique oblige en Belgique, qui devait être des nôtres et qui est un des spécialistes européens les plus reconnus sur les croisières, ne sera pas des nôtres en raison d'un deuil familial qui l'a frappé vendredi avec des obsèques qui ont lieu demain à Liège. Donc vous comprendrez aisément qu'il ne puisse pas être des nôtres. Il vous présente toutes ses excuses. Je lui dis que, évidemment, nous étions de tout cœur avec lui. Bruno Lecoquière présentera tout à l'heure la conférence et la conférencière qui est à ses côtés. Juste une petite information, je vous reçois, et c'est très discourtois, habillé comme si j'étais en plein air. J'ai trouvé que l'amphithéâtre était un peu froid. Gardez vos vêtements chauds à portée de main. On en est un peu désolé, c'est le premier soir de nos lundis d'hiver où nous n'avons pas une température qui soit conforme à ce que vous pourriez souhaiter. Dans cette conférence de ce soir, il y aura à la fois projection de diaporamas, mais aussi de vidéos. Donc on aura deux types de projections qui nécessiteront un petit réglage technique. Vous nous pardonnerez pour cette interruption, j'espère la plus courte possible, entre les deux appareils. Enfin, information pour la semaine prochaine, comme nous le faisons à chaque fois. La semaine prochaine, nous avons deux rendez-vous, ce qui est exceptionnel. Un lundi prochain, dans cet amphi, nous recevrons avec un très grand bonheur Maria Gravari-Barbas, qui est une éminente collègue géographe, comme Bruno et comme moi, de l'Université de Paris 1, qui assure à Paris 1 la responsabilité des enseignements de master et de doctorat liés au tourisme et au patrimoine, mais surtout, elle est titulaire de la chaire UNESCO sur le patrimoine. Et elle est amenée à ce titre à voyager à travers le monde en permanence pour les questions qui nous ont occupés ici au Havre. Voici quelques années de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a aussi une particularité intéressante au moment où certains voient la mort de l'Europe, c'est qu'elle est grecque d'origine et qui plus est, elle a dirigé, je ne sais pas d'ailleurs si elle ne dirige pas encore, la maison hellénique de la Cité universitaire internationale de Paris. Donc vous voyez, venez nombreux, c'est une personnalité à la fois très attachante, extrêmement rigoureuse sur un plan scientifique. Elle est déjà venue au Havre. Et le mercredi suivant, le jeudi suivant, le 9, effectivement, 6 et 3, ça fait 9, donc ça va. Le jeudi suivant, nous avons à nouveau une rencontre au volcan. Nous l'avons inauguré, les rencontres du FITS aux arts citoyens. Vous savez bien, ce n'est pas une faute de ma part, hein, aux arts citoyens. Au volcan, au FITS, le foyer bar du volcan. Rencontre autour du spectacle de Pauline Bureau, plus généralement autour des lanceurs d'alerte, en particulier qui ont été révélés dans le champ médiatique français par l'affaire du Mediator. Ces rencontres du FITS, vous y êtes bien sûr chaleureusement invités, n'arrivez pas trop tard, parce que, comme disent mes amis du volcan, la jauge n'est pas celle de cet amphi. Il y a moins de place, sinon vous serez debout. Ce qui était le cas la dernière fois pour quelques-uns d'entre nous. Florence, d'autres informations de la part du volcan? Non? Voilà. Alors, sur ce, bonne soirée à tous et je passe immédiatement la parole à Bruno Lecoquière. En espérant que mon micro marche, oui, ça a l'air d'être le cas. Merci Benjamin. Alors, comme Benjamin l'a dit, nous devions être 3 ce soir, nous ne serons que 2 malheureusement, puisque Jacques Charlier donc, ne sera pas là. Il a eu l'amabilité, la gentillesse de m'envoyer pendant le week-end ce qu'il avait prévu de dire et j'ai donc mixé ce que moi j'avais prévu avec ce qu'il m'a envoyé
les diapos que j'ai tirés de sa présentation seront indiqués à chaque fois, vous verrez. Donc j'ai mixé les deux interventions. Et puis, je suis très heureux que Valérie Conan participe à cette soirée. Valérie est la directrice de la croisière à l'Office de tourisme du Havre. Nous avons l'occasion depuis quelques années de travailler ensemble, puisque ici à l'université, nous essayons de développer un petit pôle de recherche autour de la croisière maritime, et donc assez régulièrement nous sommes en contact, et donc je suis vraiment très heureux qu'elle participe à cette présentation. Alors je parlerai en premier de la croisière d'une manière assez générale, assez globale, de l'activité de croisière, et puis Valérie ensuite parlera plus précisément de ce que représente la croisière au Havre et des incidences économiques de cette activité pour notre ville. Alors, si nous avons l'habitude maintenant de travailler ensemble, c'est parce que il y a ici, à l'université, en sciences humaines, un certain nombre d'activités scientifiques sur la croisière maritime qui se sont déroulées depuis quelques années. Et il y a eu, en particulier, il y a 2 ans, une soutenance de thèse d'une étudiante belge, Gwenaëlle Fourlaneto, qui était une ancienne étudiante de Jacques Charlier et qui est venue faire sa thèse au Havre et qui a soutenu sa thèse, vous le voyez, sur l'essor contemporain de la croisière maritime, enjeux et politiques de développement dans les villes de la rangée nord-européenne. Et puis il y a actuellement une autre thèse qui est en cours sur les pratiques numériques des croisiéristes en escale. C'est une thèse que je co-dirige avec mon collègue Philippe Vidal, qui lui est spécialiste du numérique, et celle qui prépare cette thèse, Shirley, est présente dans cette salle. Et puis, il y a un programme de recherche avec des fonds régionaux que je dirige aussi à l'université sur l'imaginaire et les pratiques des passagers de la croisière maritime, puisque nous nous sommes rendus compte que sur la croisière, il y a beaucoup de travaux, de recherche, de documents qui existent sur les armateurs, sur les ports, enfin, tout ce qui concourt à l'organisation de la croisière, mais il y a finalement relativement peu de choses sur les croisiéristes eux-mêmes. Et donc nous essayons de travailler cette question et de comprendre quelles sont les attentes des croisiéristes. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous présenter quelques éléments de réponse que nous avons déjà obtenus avec des enquêtes que nous menons actuellement. Alors, pour parler de la croisière au Havre, il faut commencer par parler des paquebots de croisière, puisque évidemment l'activité transatlantique a été première, bien entendu. Ce n'est pas au Havrais présent dans cette salle que j'apprendrai cela, mais il faut en dire un petit mot parce que les paquebots de croisière ont eu à voir, les paquebots transatlantiques ont eu à voir avec la croisière, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une photo du France avec sa livrée bleue quand il est devenu Norway, puisque le France, alors quand il était France, a été un tout petit peu paquebot de croisière, puisqu'il y a eu 2 tours du monde qui ont été organisés en 1963-64 et en 1969. Donc le France, pendant sa vie de paquebot transatlantique, a servi un peu aussi à faire de la croisière. Et puis bien entendu, lorsqu'il a été vendu à un armement norvégien, à partir de 1979, il est devenu complètement un paquebot de croisière. Il a été transformé. Alors, vous vous souvenez sans doute qu'il était revenu au Havre avec cette livrée bleue et puis ces ponts qui avaient été ajoutés pour des besoins de la croisière. Il était revenu au Havre en 1996 et c'était évidemment un événement tout à fait particulier pour les Havrais qui l'avaient vu partir lors de son désarmement, après qu'il ait séjourné au quai de l'Oubli pendant quelques années. Un petit tableau pour rappeler quels ont été les grands paquebots transatlantiques dont le France, je l'ai dit, a eu une activité de croisière et dont le Queen Mary II, qui est encore en activité actuellement, est évidemment aussi un paquebot de croisière. Dans cette liste de paquebots,
le Normandie, qu'on voyait sur la photo précédente, qui était en manœuvre dans le port du Havre, hein, avec ses 3 cheminées. Le Normandie a été le premier bateau de l'histoire de la classe Over Panamax, c'est-à-dire qui ne pouvait pas passer par le détroit de Panama avant qu'il n'ait été agrandi, puisqu'il y a eu des travaux récents qui permettent maintenant à des très gros navires de passer par le détroit de Panama. Mais dans l'ancienne version du détroit de Panama, le Normandie a été le tout premier navire à ne pas pouvoir emprunter ce détroit. Je vous ai mis la jauge qui était celle de cet ancien passage par Panama, la jauge maximale, 293 mètres de long et 32 mètres de largeur. Dans ces transatlantiques, vous pouvez voir que le Queen Elizabeth II, qui n'est plus en service actuellement, avait une jauge qui lui permettait tout juste de passer par le canal de Panama. Le tout premier paquebot de croisière de grande taille qui ait été construit exclusivement pour la croisière date de 1996, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus d'un ancien paquebot de ligne transformé, comme l'a été le France en Norway. Il s'agissait cette fois-ci d'un paquebot de taille Over Panamax, construit réellement pour la croisière et uniquement pour la croisière. Voilà ce navire, c'était le Carnival Destiny, et c'était le premier donc d'une longue série dont nous verrons tout à l'heure que les plus grands d'entre eux, que vous connaissez parce qu'on les voit maintenant souvent à la télévision, ont une capacité tout à fait extraordinaire. Pour parler de la croisière maritime, il faut aussi parler un tout petit peu du tourisme, parce que la croisière est une activité, certes de transport, puisqu'il s'agit de circuler sur un navire, mais c'est avant tout une activité de tourisme, une activité de loisir. Et je voulais vous montrer cette courbe qui montre l'extraordinaire progression du tourisme mondial entre 1994 et 2014. Vous voyez qu'on est passé de 528 millions d'arrivées de touristes internationaux en 1994, puisque c'est ça qu'on compte lorsqu'on fait des statistiques. Hein, on compte les touristes internationaux qui passent une frontière. Encore faut-il réussir à les compter, ce qui est compliqué. Hein. Mais ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, et on est passé en 2014 à plus d'1 milliard de touristes dans l'année. Donc la progression est tout à fait extraordinaire. On voit qu'il y a dans cette courbe 2 petits infléchissements, l'un qui se situe en 2002 du côté de pas très longtemps après les attentats de New York, et puis le deuxième qui est en 2008-2009 au moment de la crise financière. Mais ça repart de plus belle assez rapidement à chaque fois. Et parmi les activités de tourisme, parmi les différents secteurs qui concourent à cet essor du tourisme, eh bien, la croisière est le secteur qui est le plus dynamique en termes de croissance, en termes de progression, tant pour les passagers que pour les paquebots qui sont mis en service tous les ans, qui sont de plus en plus grands, de plus en plus luxueux, on le verra tout à l'heure, et la croisière qui arrive aujourd'hui à un chiffre de 25 millions de passagers par an, on est à peu près aujourd'hui à 25 millions, la croisière, vous le voyez, sur les dernières années, a connu, la croisière maritime, puisque nous parlerons, Valérie parlera, je crois, un peu de la croisière fluviale tout à l'heure, mais pour ce qui est de la croisière maritime, la progression est tout à fait importante. La croisière est une activité qui est mondialisée. Il y a peu de régions du monde qui se situent en dehors de cette activité aujourd'hui. L'Afrique, certes, n'est pas très concernée. Le Proche-Orient ne l'est pas beaucoup non plus, mais on comprend pourquoi. C'est une région qui est quand même très peu sécurisée et attractive aujourd'hui. Et puis il y a un pays qui se tient un peu à l'écart, qui est la Chine aussi, mais en dehors de ces quelques cas,
la croisière, l'activité de croisière maritime se retrouve à peu près partout. Et lorsqu'on voyage, c'est pour ça que j'ai mis ces photos, lorsqu'on voyage dans des régions accessibles aux paquebots de croisière, eh bien, il est très facile, un peu partout dans le monde, de voir des paquebots plus ou moins grands qui sont en escale. Celui qui est à Québec est un paquebot de belle taille. Ceux qui sont dans la deuxième ville, le deuxième port d'Islande, à Akureyri, sont des petits paquebots, mais ce sont des paquebots de croisière. La croissance, enfin les principaux marchés sont marqués par des nationalités qui concourent de manière très inégale à la croisière. Vous voyez tout de suite que le chiffre de la France, des Français, est assez restreint. Les Français actuellement ne participent pas de manière extrêmement importante à la croisière maritime, beaucoup moins que l'Allemagne. Vous voyez que le chiffre est nettement supérieur, ou que les Britanniques et les États-Unis, la deuxième flèche rouge à gauche, sont le pays qui concourt le plus à cette activité de croisière. Là, ce sont des nombres de passagers en provenance de ces différents pays. Les régions qui concourent le plus à cette activité, c'est, vous le voyez, le bassin des Caraïbes en Amérique centrale, qui est la principale région de déploiement du tourisme, de la croisière maritime. Et vous voyez que le bassin méditerranéen vient en deuxième pour le volume d'activité liée à la croisière maritime. Si l'on cumule les 18,7% du bassin méditerranéen aux 11,7% de l'autre bassin européen, qui est celui de l'Europe atlantique et du Nord, surtout de l'Europe du Nord, ça fait 30% pour l'Europe en pourcentage de l'offre mondiale pour cette activité, ce qui montre bien que l'Europe est aujourd'hui l'un des secteurs géographiques où cette activité se déploie le plus, et en tout cas où elle a connu la plus forte croissance ces dernières années. Le bassin Caraïbe restant le principal lieu de déploiement de cette activité. Dans ces régions, il y a un certain nombre de ports qui, évidemment, se distinguent par leur importance pour l'accueil des paquebots. Alors, vous avez ici les ports qui reçoivent plus d'1 million de passagers par an. Le Havre, c'est à peu près 250 000. Donc, on est là uniquement dans les ports qui reçoivent le plus de passagers. Celui de Miami, vous le voyez, est le premier, avec presque 5 millions. C'était en 2014, on peut supposer que les 5 millions ont été dépassés depuis. Vous voyez le premier port européen qui est celui de Barcelone. En rouge, vous avez les différents ports européens. Marseille arrive en 18e position. Southampton, en face du Havre, vous le voyez, est en 15e position et reçoit un nombre de croisiéristes nettement supérieur à ce que nous recevons au Havre. Et le premier port de la façade est de l'Asie, Shanghai, n'arrive qu'en 21e position. Donc les ports asiatiques sont, en dehors de Shanghai, absents de ce classement des ports qui reçoivent plus d'1 million de passagers. Alors, pour ce qui est de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et je vous ai dit que ce sont les deux premiers bassins pour la croisière maritime, voilà cartographié ce que sont les ports qui reçoivent plus d'1 million de passagers chaque année. Et puis, je vais rajouter sur les diapos suivantes ensuite un port qui reçoit les ports, pardon, qui reçoivent 500 000,
qui se rajoutent à ceux d'1 million. Et alors vous voyez apparaître les ports de la côte ouest des États-Unis, pour la plupart d'entre eux, et du Canada, notamment. On voit apparaître le Portugal sur cette carte aussi, Lisbonne. Et puis, si je rajoute les ports qui reçoivent 250 000 passagers par an, vous voyez cette fois-ci apparaître Le Havre. Voici donc le Havre que vous avez ici. Et le gros rond rouge qui est juste au-dessus du Havre, c'est Southampton. Vous avez donc les principaux ports européens et américains de croisière, et vous voyez nettement que le bassin Caraïbe, la Méditerranée et ensuite l'Europe du Nord sont des bassins très bien organisés et très bien représentés pour l'accueil des paquebots de croisière et pour l'accueil des croisiéristes. Alors, en Amérique du Nord, il y a 4 sous-régions, et je vous montrerai ensuite qu'en Europe, il y en a 2. Et ces sous-régions sont importantes à distinguer parce qu'il y a entre ces régions, selon les saisons, des repositionnements de paquebots qui existent. Les paquebots circulent en général à l'intérieur d'une même région, et puis quand il y a un changement de saison, ils changent de région, comme c'est le cas entre la Méditerranée et l'Europe atlantique. Mais vous voyez que en pourcentage du total mondial de l'activité de croisière, l'Amérique du Nord représente 48% du total. C'est un calcul par nombre de nuitées. C'est donc le principal ensemble avec ces 4 sous-marchés, dont le principal d'entre eux, très nettement, est celui des Caraïbes et des Bahamas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'Europe, 2 sous-régions, la Méditerranée qui est la plus importante et l'Europe atlantique. Quand on dit Europe atlantique, il faudrait plutôt dire Europe du Nord, parce que l'Atlantique est beaucoup plus représente beaucoup plus une liaison entre la Méditerranée et l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Manche et la mer du Nord, qu'un secteur très développé sur le plan de la croisière. Mais enfin, le nom qui est en général utilisé, c'est celui d'Europe atlantique. L'Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure, est le marché qui a connu la plus forte croissance entre 2000 et 2010 et qui continue à connaître une croissance tout à fait importante. Vous voyez, sur 10 ans, plus 175%, et l'Europe atlantique, l'Europe du Nord, a connu une croissance encore plus importante, plus 186% en 10 ans. Néanmoins, la Méditerranée reste beaucoup plus développée pour la croisière maritime que l'Europe atlantique. Alors, en regardant les ports européens, vous avez donc la taille des ronds qui est indiquée dans le carré de gauche et qui vous montre comment sont répartis ces ports. Vous voyez l'importance du port de Barcelone, vous voyez l'importance du port de Southampton là-haut, et puis le Havre, et puis pour la Manche et la mer du Nord, une série de ports qui permettent d'organiser des circuits, comme on va le voir tout à l'heure pour l'Aïda Prima, que je vous montrerai comme exemple. En Europe, il y a donc 2 sous-marchés, le bassin méditerranéen en gris clair, l'Europe du Nord, donc on est plus précis ici qu'avec le terme Europe atlantique, en plus foncé. Il y a bien entendu un creux hivernal, comme Jacques Charlier, qui avait préparé cette diapo, l'a signalé. Et puis, vous voyez aussi que les mois de novembre et de décembre, d'octobre aussi,
et même septembre encore, sont des mois où tout naturellement le bassin méditerranéen est beaucoup plus attractif que l'Europe du Nord. Mais la tendance actuelle, depuis quelques années, c'est de voir des paquebots qui viennent au Havre, par exemple, de plus en plus tard. Au mois de décembre, on voit encore des paquebots, et puis dès le mois de janvier, on commence à nouveau à voir des paquebots. Il n'y a désormais pratiquement plus d'interruptions. Néanmoins, évidemment, pour des raisons climatiques, pendant l'hiver, l'Europe du Nord est beaucoup moins attractive que la Méditerranée, où le nombre de navires est aussi en période d'étiage. Enfin, le nombre d'escales est en période d'étiage. Si l'on regarde de plus près la France, on voit bien que les deux principaux ports pour la croisière maritime sont Marseille, qui est de loin le plus important, et Le Havre. D'autres accueillent un nombre moins important de paquebots, Rouen, La Rochelle. La photo d'ailleurs qu'on voyait du Norway tout à l'heure, donc du France avec sa peinture bleue, c'était une photo qui était prise à La Rochelle pendant une escale. Voilà, mais donc les deux grands ports de croisière, c'est tout d'abord Marseille et ensuite Le Havre, comme on le voit nettement sur cette carte. Alors, en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, il y a d'autres marchés, bien entendu, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était une activité qui était très mondialisée, mais le reste des marchés sont beaucoup moins importants que ceux qu'on vient d'évoquer. Vous voyez, les quatre marchés, les quatre premiers, c'est un peu plus de 4% du total. Ça n'est pas énorme. Et on voit bien que la façade est de l'Asie est beaucoup moins développée sur le plan de la croisière maritime que l'Amérique du Nord ou l'Europe. Et j'ai parlé de l'Afrique aussi tout à l'heure. Et puis, il y a un petit pourcentage, 2%, de croisières circumterrestres. Ce sont des croisiéristes, soit qui peuvent effectuer un tour du monde au total, mais le plus souvent, ce sont des segments de tour du monde qui sont effectués par ces croisiéristes. Et puis, vous avez bien sûr des croisières exceptionnelles. Alors, l'Antarctique est signalé. Il y a de plus en plus de croisières dans l'Antarctique, ce qui, évidemment, pose des problèmes sur le plan environnemental. Il y a des risques, bien entendu. Et puis, il y a des croisières aussi vers le nord, vers le Spitzberg et jusqu'à la limite de la banquise. C'est notamment la compagnie du Ponant qui effectue ces croisières. Alors, après ce tableau un peu général, je voudrais regarder de plus près ce qui fait les éléments constitutifs de la croisière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une activité à la fois de transport et de loisir. On est à l'interface entre le transport et le tourisme. Et c'est une activité, quand on y pense, qui est assez particulière, puisque on embarque sur un navire dans lequel on est logé, on mange. C'est une sorte d'hôtel-restaurant flottant. Il y a de plus en plus d'activités de loisirs dans ces paquebots au fur et à mesure que les années passent, et cet ensemble se déplace sur la mer et fait des escales. Il y a donc différents aspects qui rentrent en interconnexion dans la réalisation d'une croisière, et nous allons regarder un petit peu ces différents éléments. Alors voilà une proposition qui a été faite par Jacques Charlier, vous voyez, pour essayer d'approcher un peu cette complexité de la croisière. Un navire de croisière est tout d'abord un hôtel-restaurant. On loge et on mange à bord. C'est aussi un complexe récréatif flottant, et les paquebots de croisière sont de plus en plus des centres de loisirs flottants. Je vous en montrerai quelques photos un peu plus loin. Et puis, ce qui est évidemment très original quand on y pense, c'est que tout ceci se déplace. On bouge, on change de lieu. Alors, on change de lieu sur la mer,
mais généralement, c'est la nuit. Les déplacements se font de nuit, donc la mer, on ne la voit pas toujours beaucoup. Et ce qui compte davantage, ce sont les escales, où certaines personnes certains croisiéristes vont décider de rester à bord et d'autres vont descendre. Cette activité de croisière est mise en œuvre par une très grande variété d'armateurs, de marques qui sont regroupées dans des grandes alliances. Mais vous voyez que sur les 20 plus importants organisateurs de croisières, les 20 principales marques, vous avez déjà une très grande variété avec des noms qu'on a pour certains l'habitude de voir au Havre, d'autres non. Et vous voyez tout de suite qu'il y a deux acteurs majeurs qui se dégagent, qui sont Carnival Cruise Lines et Royal Caribbean International. Cette diapo permet de montrer de manière visuelle donc, le secteur de la croisière est représenté par un grand nombre d'armateurs, mais il y a parmi ces armateurs deux très grands groupes qui regroupent plusieurs de ces marques, ces différentes marques. Alors il y a d'abord le groupe Carnival, qui est l'un des deux poids lourds du secteur, et le groupe Carnival regroupe donc différents armateurs. Alors Jacques Charlier distingue les marques de masse. Vous reconnaissez les paquebots de la marque Aïda, par exemple, hein, qui viennent fréquemment au Havre. Donc Carnival, Costa, bien entendu, qui est une marque connue pour la croisière, mais aussi pour un naufrage, dont nous reparlerons un peu plus loin. Aïda, P&O. Bien, dans le groupe Carnival, il y a aussi des marques que Jacques Charlier appelle des marques premium, donc des marques de première classe, si vous voulez, et puis des marques de luxe comme les paquebots de la Cunard, dont vous voyez ici l'un des exemplaires qui doit être le Queen Mary. Groupe Carnival, deuxième très grand groupe qui domine le secteur, le groupe Royal Caribbean, avec à nouveau des marques de masse, donc ce sont évidemment les croisières les moins chères, Royal Caribbean International, Mein Schiff qui vient au Havre, et puis un autre armateur, Pullman Tours, qui va intégrer en 2017 le croisiériste français Croisières de France. Et puis des marques premium, à nouveau, Celebrity, dont les paquebots viennent au Havre, et Azamara, que vous voyez sur cette photo. Donc ça, ce sont vraiment les deux très grands poids lourds du secteur. Et Royal Caribbean, en particulier, est l'armateur qui, actuellement, possède les plus grands paquebots. Alors, vous en voyez 3 sur cette photo, ça n'est pas un montage, ce sont les 3 bateaux qui sont côte à côte, et il y en a un 4e qui est encore en chantier actuellement. Le plus grand de ces navires a été mis en service en 2016, c'est le Harmony of the Seas, qui a été construit à Saint-Nazaire, dont vous avez sûrement déjà vu des photos ou des films à la télévision. C'est un bateau vraiment très important, qui est un petit peu plus grand que ses deux prédécesseurs, et donc le 4e, le Symphony of the Seas, devrait être mis en service en 2018. Alors, cette activité de construction de paquebots est très dynamique, très importante. Actuellement, je vous ai mis ici des chiffres de paquebots livrés. Ce sont à chaque fois des très grands paquebots, vous voyez, 5 en 2014, 7 en 2015 et 10 paquebots livrés en 2016, dont le Harmony of the Seas, qui était un des 3 bateaux sur la photo précédente, et l'Aïda Prima qui vient au Havre toutes les semaines.
La prévision pour les livraisons entre 2017 et 2026 pour la croisière maritime et la croisière fluviale, 97 nouveaux navires attendus, ce qui représente un total de 53 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque. Alors, le Harmony of the Seas, regardons d'un peu plus près, c'est un bateau tout à fait impressionnant qui a été donc construit à Saint-Nazaire, 362 mètres de long. Il a été lancé en 2015 et livré en 2016. Vous voyez, 6300 passagers, 2400 membres d'équipage, hein, ça fait beaucoup de monde à bord. C'est un bateau qui a coûté 1 milliard d'euros. Vous le voyez en haut à gauche à Saint-Nazaire. Hein, il a déjà été lancé, mais il est en cours de finition. Il n'est pas venu au Havre encore. C'est un bateau qui présente la particularité d'avoir une sorte de parc au milieu, ce qui est tout à fait impressionnant. Hein, il y a un véritable jardin. Et la conséquence, c'est que les cabines ne sont pas seulement situées sur l'extérieur du bateau côté mer, mais il y a aussi des cabines côté intérieur, côté jardin. Ce qui fait que les gens qui ont des cabines sur l'intérieur peuvent très bien passer la totalité de la croisière sans voir la mer s'ils ne sont pas curieux. C'est quand même assez particulier. Hein, quand même assez particulier. Et ce navire, comme la plupart des navires qui sont construits aujourd'hui, possède des équipements de loisirs, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Hein. Alors je vous ai mis quelques exemples, hein, une tyrolienne, des murs d'escalade, on peut faire du surf, des toboggans qui descendent plusieurs étages du bateau, une patinoire, un bar bionique. Alors ça c'est la dernière nouveauté, c'est-à-dire que vous allez au bar, il n'y a pas de serveur, vous faites votre sélection sur un petit clavier, et puis vous avez un robot qui vous prépare votre boisson, etc. Donc c'est très, très à la mode. C'est pas très humain comme procédé, mais enfin, c'est... Voilà, un mini-golf, 2 théâtres, un spa, 25 restaurants, etc. etc. Donc un centre de loisirs flottant avec des activités, des propositions tout à fait extraordinaires. Ces activités sont la plupart du temps payantes, hein, puisque la croisière est devenue aujourd'hui une activité qui n'est pas forcément très chère. Tout dépend des bateaux, tout dépend des cabines que l'on prend, évidemment, mais il y a possibilité aujourd'hui de partir en croisière pour des sommes relativement modiques, enfin raisonnables, mais à bord, tout se paye. Et en réalité, les compagnies gagnent leur vie sur les dépenses qui sont effectuées à bord par les passagers, outre le prix que ces passagers ont payé au départ pour la cabine et la restauration. Le deuxième bateau, le deuxième navire qui a été mis en service en 2016, c'est l'Aïda Prima, que vous avez peut-être déjà vu au Havre. Il est au Havre tous les mardis. C'est un bateau plus petit que le précédent, 300 mètres de long, qui a été livré en 2016, qui avait pris du retard pour sa construction, mais qui a été livré. C'est un bateau qui présente la particularité, mais j'en reparlerai un petit peu plus loin, d'être équipé de moteurs au GNL, au gaz naturel liquéfié, qui lui sert pendant l'escale. C'est-à-dire que c'est un bateau qui ne rejette pas de particules fines dans l'atmosphère quand il est en escale. Donc on est là dans une tendance qui va très certainement devenir plus fréquente au fur et à mesure que les bateaux sortent des chantiers, mais l'Aïda Prima, à cet égard, est un bateau tout à fait novateur. Alors, ce bateau a été construit au Japon. Il a connu pas mal de retard de construction. Combien, Valérie? 1 an de retard, hein, c'est ça. Donc évidemment, ça coûte cher pour l'armateur, mais il y a eu des problèmes de construction. Et il y a un deuxième navire de la même famille qui sera lancé cette année, qui s'appelle l'Aïda Perla, et c'est lui qui prendra la place de l'Aïda Prima au Havre, hein, c'est ça. Et l'Aïda Prima partira en Méditerranée?
aux Canaries. Bien. Voilà, donc un navire que nous avons l'habitude de voir au Havre toutes les semaines. Alors, un navire très bien équipé aussi. C'est moins grand que l'Harmony of the Seas, mais il y a à bord toutes sortes d'animations. Vous voyez par exemple au pont supérieur un grand dôme vitré dans lequel il y a des bassins, il y a une sorte d'acrobranche, il y a des tas d'activités comme ça. Il y a une salle de spectacle, il y a évidemment des toboggans, un mur d'escalade, enfin, il y a moyen de... Et puis alors, comme les bateaux AIDA sont des bateaux qui sont faits pour un public allemand, la bière est brassée à bord et elle est en libre service pendant le temps de l'escale. Voilà. Donc ça fait partie des équipements. Alors, l'AIDA Prima donc, vient au Havre toutes les semaines. Il fait en une semaine un tour, une tournée dans la Manche et la mer du Nord, principalement. Au départ d'Hambourg, vous voyez, il va à Southampton, ensuite il arrive au Havre. Alors parfois c'est dans l'autre sens, mais je crois que c'est ça le sens habituel. Et puis ensuite il s'arrête à Zeebrugge, à Rotterdam, et il retourne à Hambourg. Et donc normalement tous les mardis en saison, je ne sais pas à partir de quand il va arriver, mais... Oui, il est déjà là. Bon. Donc, il n'a quasiment pas arrêté. Ah, il n'a pas arrêté du tout. Donc, pas d'arrêt pour l'AIDA Prima, donc tous les mardis. Alors, on a parlé des navires, il faut quand même parler de la mer, mais je vous ai dit que la mer, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque c'est ce qui permet de se déplacer d'un port à un autre, et en général, le déplacement se fait la nuit. Donc, c'est plutôt l'escale que le trajet sur la mer qu'on va pouvoir essayer de décrire. Alors, lors d'une escale, il y a des passagers qui restent à bord. L'estimation, je crois, c'est à peu près en moyenne 10% des passagers qui restent à bord. Ceux qui restent à bord peuvent parfois utiliser les activités qui sont proposées. Comme vous le voyez ici sur l'Anthem of the Seas, lors d'une escale au Havre, avec cette cabine qui se trouve au bout d'un grand bras télescopique et dans laquelle on peut embarquer, en payant évidemment, et puis le bras se dresse et puis se déplace au-dessus du bateau. Alors, pendant qu'on est en mer, on peut le faire, mais on peut aussi utiliser cette cabine pendant l'escale. Et donc, les passagers qui choisissent de rester à bord pendant l'escale peuvent rester à se dorer au soleil quand il y a du soleil, mais peuvent aussi utiliser des activités comme celle-là. J'ai mis aussi une photo de l'arrière de ce paquebot où l'on distingue ici un mur d'escalade sur le bord du bateau. Là. Allez-y Valérie, oui. Allez-y, allez-y, oui, bien sûr. Ici, vous avez... Oui, prenez le micro là. Ici, vous avez un tube dans lequel on peut voler. Donc il y a un système qui vous propulse et vous volez librement. Donc c'est une des attractions de On n'est pas en apesanteur. Ouais. On n'est pas en apesanteur, enfin oui, on vole. Ah, on oui. vole. Voilà. Bon, voilà. Donc vous voyez, on flotte et on vole, c'est merveilleux. Alors, ceux qui ne restent pas à bord, qui sont quand même les plus nombreux, il faudra voir avec le temps comment ces chiffres évoluent. Ceux qui descendent partent pour certains en excursion. Les excursions, alors Valérie en reparlera, mais les plus lointaines à partir du Havre sont Paris et le Mont-Saint-Michel. En une journée, on peut faire ce genre d'excursion. Alors le bateau arrive en général vers 7 heures le matin.
à peu près, et puis les excursionnistes reviennent vers 17h, 18h le soir, puis le bateau part vers 20h30, 21h à peu près. Hein. Donc on a une journée pour partir en excursion. Et puis d'autres passagers, alors c'est à peu près moitié-moitié pour ceux qui descendent à terre, d'autres passagers choisissent de rester sur place et de visiter la ville d'escale, en l'occurrence le Havre, pour ce qui nous concerne. Alors, je vais vous présenter quelques éléments qui proviennent d'une série d'enquêtes que nous sommes en train de mener dans le cadre du programme de recherche que je vous ai présenté au tout début, tout à l'heure, et puis dans le cadre de la thèse que réalise Shirley aussi. Nous avons mené 2 campagnes d'enquête auprès des passagers, des paquebots de croisière, et puis nous avons encore une campagne au printemps, peut-être une autre à l'automne, pour essayer de comprendre quelles sont les attentes et des croisiéristes et ce qu'ils recherchent. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'est finalement ce qu'on connaît le moins, c'est-à-dire les croisiéristes eux-mêmes. Que recherchent-ils en venant passer leurs vacances dans un centre de loisirs flottant où on a tout à bord et puis où on a des escales de temps en temps qui permettent de descendre et puis de visiter des villes, des pays. Donc on a essayé de comprendre tout ça. Alors, 300 enquêtes ont été réalisées pour l'instant. L'objectif, c'est d'en avoir 2 fois plus. Ces enquêtes montrent, mais ça c'est facile à vérifier, même sans faire d'enquête, qu'il y a 3 nationalités principales au Havre. Il y a les Allemands, qui représentent, vous voyez, plus de la moitié des croisiéristes, des Britanniques, 30%, parmi ceux que nous avons enquêtés, et puis des citoyens des États-Unis, 8,7%. Il y a d'autres nationalités, il y a une dizaine de nationalités qui ressortent des enquêtes. Peu de Français, je vous l'ai dit tout à l'heure, très peu de Français, à peu près 1% des enquêtés. Parmi les passagers que nous avons interrogés, il y a 2 provenances principales, Hambourg, mais ça n'est pas étonnant, puisque je vous ai dit que, par exemple, pour les paquebots de la compagnie AIDA, l'embarquement se fait à Hambourg. L'AIDA Prima vient toutes les semaines au Havre, il y a d'autres bateaux de cette compagnie, et puis l'autre port d'embarquement qui ressort de ces enquêtes, c'est Southampton pour 30%. Alors, plus intéressant, parce que ce sont des choses peut-être moins connues, il ressort de nos enquêtes que l'âge moyen des croisiéristes est de 46 ans, ce qui est, vous le voyez, très certainement différent de l'image que vous vous faites des croisiéristes, où l'on a tendance à considérer en général que c'est une activité plutôt destinée aux retraités. Ça l'est de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des familles avec enfants qui pratiquent la croisière, à tel point que, vous voyez, l'âge moyen est de 46 ans, plus important pour les États-Uniens, et chiffre intéressant aussi, parmi les enquêtés, 82% de ceux que nous avons interrogés en étaient à leur 2e ou 3e croisière, c'était des récidivistes. Et donc les croisiéristes, en général, prolongent leur expérience et reviennent. 82%, c'est beaucoup. Hein. Sur les enjeux de la croisière, ce que recherchent ces croisiéristes, vous voyez, 70% considèrent que la croisière est un bon moyen de découvrir l'Europe et le monde. Et 6% seulement affichent le contraire. Ce qui veut dire qu'actuellement, malgré la somme d'activités tout à fait prodigieuse qui est proposée à bord, il y a quand même encore près de 3/4 des croisiéristes qui considèrent que la croisière reste un moyen de découvrir des villes et des pays qu'ils ne connaissent pas. Là encore, il faudra regarder au fur et à mesure des années comment ces chiffres évoluent en fonction de la taille des navires qui augmentent et des équipements qui sont de plus en plus nombreux. Mais il y a pour l'instant un chiffre encore assez élevé. 85% des enquêtés considèrent que la croisière permet de faire des rencontres à bord et 38% pensent que ça permet de le faire pendant les escales.
Et puis d'autres critères, vous voyez, alors la découverte de nouveaux pays, ça recoupe le critère que nous avons évoqué tout à l'heure pour la découverte de l'Europe et du monde. Donc presque 4/5 considèrent que la croisière permet de découvrir des nouveaux pays, le repos, 61%, l'aventure, bon, il y en a qui pensent que faire de la croisière, c'est une manière de partir à l'aventure, bien. Et alors, chiffre très intéressant, puisque ça fait partie du travail de doctorat de Shirley, vous voyez, dans les enquêtes qui ont été menées pour l'instant, il y a 1/4 des croisiéristes qui considèrent que la croisière est pour eux un bon moyen de se déconnecter, alors que les paquebots de croisière sont de plus en plus connectés, et que la connexion est un élément qui semble normal et souhaitable, enfin, tous les modes de connexion à bord, pendant les escales évidemment, mais même à bord, sont considérés comme étant souhaitables par les compagnies de croisière. Il y a 1/4 des croisiéristes qui souhaitent se mettre à l'écart d'Internet pendant le temps de la croisière. Et 22%, c'est presque le même chiffre, vous voyez, affirment clairement qu'ils ne se connectent pas à Internet pendant la durée de la croisière. Donc ça, c'est un chiffre qui amène peut-être des idées un peu nouvelles sur la question et qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce que l'on considère habituellement. Enfin, pendant l'escale au Havre, mais les croisiéristes que nous avons enquêtés sont des croisiéristes qui restent au Havre. Ceux qui partent en excursion sont très difficiles à interroger. Donc, la plupart des enquêtés sont des gens qui visitent le Havre. Hein, mais parmi ceux-là, vous voyez que la quasi-totalité, 96%, visitent la ville par leurs propres moyens. Donc pas avec des taxis ou beaucoup partent à pied, certains avec des navettes qui sont mises à leur disposition, mais la quasi-totalité se débrouille tout seul et souhaite se débrouiller tout seul. Ce sont les croisiéristes que nous pouvons rencontrer en ville lorsqu'il y a des escales. Les objectifs de leur visite, c'est le centre-ville, 96%. Il faut y voir sans doute l'effet du classement UNESCO, très certainement. La plage, 29%, et le musée Malraux, 6%, ce qui est un chiffre faible, et c'est un chiffre qui pose question. Je sais qu'il y a une réflexion qui est à l'œuvre sur cette trop faible fréquentation du musée Malraux par les croisiéristes. Alors, pour terminer, et puis je vais laisser la parole à Valérie ensuite, je voudrais dire que le secteur de la croisière maritime est un secteur qui est très fortement marqué par l'innovation technologique. Et je vous en ai mis quelques exemples ici. Il y a eu depuis bonne quinzaine d'années, d'abord une généralisation d'un système de propulsion et de direction qu'on appelle les pods, c'est-à-dire des espèces de tubes qui peuvent bouger et qui servent à la fois à la propulsion du bateau et qui servent de gouvernail en même temps. Et ces systèmes ont été généralisés sur les paquebots de croisière, aussi maintenant sur d'autres types de navires, et ça a un certain nombre de conséquences. Je vous les ai indiquées ici. L'accessibilité, ces bateaux peuvent accéder à des ports ou à des mouillages qui, pour les plus grands d'entre eux, étaient impossibles auparavant. Ils n'ont pas besoin de remorqueurs pour rentrer dans le port, ça fait des économies. Et puis, c'est un système qui permet une baisse de consommation de combustible en mer. Les coques sont aujourd'hui revêtues pour les bateaux les plus récents par un film à base de silicone qui permet d'offrir moins de résistance à la mer et donc, là encore, de faire des économies de carburant. La gestion des déchets à bord et à terre s'est nettement améliorée. Il y a eu une convention européenne, MARPOL, en 2013, qui a poussé les armateurs à conserver leurs déchets à bord et à les descendre à terre où ils sont retraités de plus en plus. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film qui a été projeté à la télévision dans l'émission Thalassa il y a une dizaine de jours. Il était question de ce traitement des déchets. Les moteurs
Alors, pour l'Europe du Nord, les moteurs sont désormais équipés de filtres à particules. Il y a eu une petite baisse, mais Valérie, je pense, le dira, il y a eu en 2015 une petite baisse de fréquentation du port du Havre parce que tous les paquebots ont dû passer dans les chantiers pour être équipés de filtres à particules parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui a cours en Europe du Nord, pas en Méditerranée, pas encore en Méditerranée, pour limiter le rejet dans l'atmosphère de particules. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'Aïda Prima, les nouveaux paquebots maintenant sont équipés de moteurs à GNL, à gaz naturel liquéfié, pour produire de l'énergie pendant le temps de l'escale. Et donc, pendant le temps de l'escale, ces bateaux ne rejettent plus de particules dans l'atmosphère. Alors, une question se pose néanmoins, et ça sera ma conclusion, c'est que ces bateaux sont de plus en plus grands. Et il se passe pour la croisière maritime ce qui s'est passé il y a quelques années pour les pétroliers, pour les très grands pétroliers. Vous vous souvenez de ces énormes pétroliers de 550 000 tonnes qui venaient au Havre et pour lesquels le port d'Antifer a été construit, qui étaient devenus tellement grands qu'ils ont fini par être envoyés à la casse, pour des raisons aussi bien techniques qu'économiques. Et puis, l'augmentation de taille sans cesse des paquebots de croisière est à l'image de ce qui se passe aussi pour les porte-conteneurs aujourd'hui, où les porte-conteneurs sont de plus en plus grands dans un marché qui pourtant se rétracte. Et donc, il y a des très grands porte-conteneurs qui sont dans les chantiers aujourd'hui et on sait qu'il n'y a plus assez de trafic maritime pour remplir ces porte-conteneurs. On n'en est pas là pour les paquebots de croisière, mais la taille sans cesse croissance de ces paquebots commence à poser question. Pour certains ports, pas pour tous, au Havre ça ne pose pas de grandes difficultés, mais vous voyez ici une photo de Venise où l'accès au cœur de Venise de ces très grands paquebots commence à poser un certain nombre de problèmes. Et puis bien sûr, il faut dire un tout petit mot du naufrage du Costa Concordia dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était un bateau de grande taille, un Over Panamax. Alors, un bateau qui a fait naufrage suite à une erreur manifeste de son commandant de bord, hein, c'est ce qui est ressorti des enquêtes. Mais enfin, voilà quelques-uns des questions qui se posent de toute façon avec l'augmentation croissante de la taille de ces véritables mastodontes. Et puis, pour terminer, une question qui échappe à la croisière maritime à proprement parler, mais dont elle est dépendante, qui est la très grande volatilité du tourisme pour des raisons géopolitiques. Et la croisière maritime, bien entendu, n'échappe pas à ces questions, comme l'attentat du musée du Bardo à Tunis en mars 2015 l'a prouvé, puisque lors de cet attentat, il y a eu des passagers de paquebots de croisière qui ont été tués dans l'attaque qui a eu lieu au musée du Bardo, et instantanément, les croisiéristes ont annulé, supprimé leurs escales à Tunis. Mais il en va de la croisière maritime comme de toute activité touristique. C'est une activité qui n'existe que lorsqu'elle est effectivement réalisée par le voyage des touristes et celui-ci peut s'arrêter du jour au lendemain quand il y a trop de problèmes de sûreté et on en a eu de très nombreux exemples ces dernières années. Voilà ce que je voulais vous présenter et nous allons nous rapprocher du Havre maintenant. Ouais. Non, pas pour l'instant. Là. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus nombreux à cette présentation. Cela montre l'intérêt que vous portez au développement de la croisière au Havre et pour notre territoire. Dans cette salle, il y a des personnes qui s'intéressent simplement au sujet, mais j'ai remarqué aussi un certain nombre de professionnels.
pour lesquels la croisière représente une partie de leur activité au quotidien. Et il y a également des étudiants qui se préparent au métier des croisières. Donc, bienvenue à tous et j'espère que je vais apprendre des choses, que vous soyez déjà familiers avec cette activité ou pas encore. Donc, depuis plus de 20 ans, dans le cadre de ma mission, j'ai pu constater que la croisière a évolué de façon très importante et ceci de façon de plus en plus forte au cours des dernières années. Les chiffres n'ont pas toujours été aussi forts qu'actuellement. Pour vous donner une idée, depuis les années 2000, le nombre de passagers a augmenté de 924%. Et le nombre d'escales de 232%. Donc c'est le pourcentage qui paraît très impressionnant. On va voir ça un petit peu plus dans le détail plus loin. Mais 2016 a vraiment dépassé toutes nos attentes. Tout à l'heure, Bruno, vous disiez qu'au Havre, nous accueillons environ 250 000 passagers par an. Eh bien, en 2016, les chiffres maintenant sont connus, nous avons dépassé les 332 000 passagers. Ceci en raison de la présence hebdomadaire de l'AIDA Prima, depuis le mois de mai 2016, qui a bénéficié d'un fort taux de remplissage. Donc, cela nous a permis d'avoir beaucoup plus de passagers que ce que nous escomptions. Et 2016 s'annonce encore plus impressionnante. 2017, l'année de nos 500 ans, le 500e anniversaire du Havre a manifestement mobiliser et stimuler les compagnies de croisière puisque nous attendons plus de 400 000 passagers cette année si toutes les croisières sont réalisées. Donc voilà, des paquebots de plus en plus grands, on l'a évoqué, c'est ce qui justifie ces chiffres, et aussi des nouvelles clientèles auxquelles nous devons nous adapter. Donc au cours de cette présentation, je vais vous parler de la stratégie et de l'organisation que nous avons mise en place pour obtenir cette évolution, et ainsi que les enjeux de la croisière pour notre territoire. Tout cela, je l'évoquerai au fur et à mesure de la présentation. Et dans une seconde partie, nous verrons comment se déroule une escale, concrètement, chaque jour de croisière. Alors, en ce qui concerne notre stratégie, tout d'abord, dans le courant des années 2000, on s'est bien rendu compte que les paquebots venaient naturellement au Havre. Mais encore fallait-il les attirer et les satisfaire. Donc, nous avons mené une étude avec la ville du Havre à l'époque, en 2007. Et cette étude nous a donné 3 axes. Tout d'abord, créer une marque pour être identifié par les compagnies de croisière comme un port incontournable. Ensuite, pour bien accueillir les passagers que nous étions censés pouvoir accueillir, il a fallu réaliser des infrastructures de qualité, comme l'attendent ces clientèles, bien entendu. Et puis pour cela, pour nous faire connaître, nous avons décidé de joindre des réseaux. Donc bien sûr, je vais vous expliquer ça plus en détail sur les autres diapositives. Des réseaux qui concourent au développement de la croisière sur le plan régional, international, et qui font venir de plus en plus de compagnies et dont nous bénéficions également. Donc je commence par la première préconisation que nous a délivré l'étude de 2007, c'est la création d'une marque pour nous identifier. Cette marque, c'est ce que vous voyez ici symbolisé dans notre logo, le Havre, The Gateway to Paris, le Havre, porte océane de Paris. Alors à l'époque où on a créé cette marque, je dois vous avouer que ça a fait grincer des dents parce qu'on s'est dit, alors on fait venir les paquebots Havre et c'est pour que tous les passagers aillent visiter Paris. Donc évidemment, l'idée c'était de voir un petit peu plus loin et de se dire que sur les paquebots qui allaient venir, une partie des passagers iraient visiter Paris et d'autres visiteraient la Normandie et aussi notre territoire. C'est important parce qu'en fait, les compagnies de croisière qui font escale au Havre attendent des revenus, attendent des bénéfices de cette escale. Et une partie des revenus provient des bénéfices des excursions. Donc il est important pour attirer les compagnies pour pouvoir leur proposer une offre qui va leur permettre de vendre des excursions. Le succès réside entre l'équilibre que l'on peut avoir entre les passagers qui vont partir en excursion et ceux qui vont rester au Havre. Cela, on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, au niveau des infrastructures.
Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui habitent depuis longtemps au Havre. Et la photo que vous voyez là-haut, elle n'est pas si vieille que ça, elle doit dater de 1994. C'était la façon dont on accueillait les croisiéristes à la pointe de Floride dans le courant des années 90. Donc simplement une passerelle qui arrivait sur le quai, un petit bungalow d'accueil, et puis ensuite les passagers partaient en excursion. À cette époque-là, 90% des passagers partaient en excursion, puis les autres restaient à bord. Et 2 ou 3 essayaient de s'aventurer un petit peu sur le quai. Enfin, je caricature bien sûr, mais c'était un petit peu la situation. Alors, au fil du temps, on a bien compris qu'il y avait un potentiel dans cette clientèle de croisiéristes et des aménagements ont été réalisés à la pointe de Floride. C'est venu au fur et à mesure. Le port autonome du Havre, à l'époque, a d'abord commencé par aménager un hangar dans une partie du hangar 12, c'est celui qui dessert le quai Pierre-Calais, une surface de 600 mètres carrés. Donc ça, c'était en 1997. Ça a duré quelques années et ce hangar, nous l'utilisons toujours, mais je vous en parlerai de nouveau un petit peu plus tard. Et en 2005, il a fallu réaliser un barriérage et des clôtures de toute la zone qui permet d'accéder au quai pour des questions de sécurité. Lorsque le code ISPS, le code international de la sûreté portuaire, a été mis en place. Donc en 2005, on a commencé à barriérer les quais. Tout ça, c'est chronologique, donc je vous l'explique dans l'ordre. À ce moment-là, on a commencé à entrer dans l'ère moderne de la croisière telle qu'on la connaît de nos jours. Nous avons inauguré le pôle croisière. Là, c'est le carré rouge que vous voyez, une partie du rectangle rouge plutôt dans le hangar 1. Pôle croisière parce qu'à l'époque, c'était une première étape, un hall d'accueil pour mieux accueillir et renseigner les passagers. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait pour le Havre un potentiel de devenir tête de ligne, c'est-à-dire d'avoir quelques passagers qui embarquent au Havre. Donc pour ces passagers-là, nous avons besoin d'installations spécifiques, un grand hall pour stocker des bagages, et puis des appareils de contrôle à rayon X, des scanners. Donc une première phase d'aménagement pour les passagers en tête de ligne a été réalisée dans le hangar 1 et c'est à ce moment-là qu'on a pu l'appeler terminal croisière. Donc le terminal croisière, il a à la fois des fonctions pour les passagers en transit, ceux qui viennent faire une escale au Havre et se promener, découvrir le Havre ou la région, et une fonction tête de ligne pour les passagers qui viennent embarquer. Puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'il pouvait y avoir 2 escales tête de ligne en même temps. Donc pour pouvoir répondre à ces doubles besoins, on a également aménagé dans le hangar 12, donc le premier dont je vous ai parlé, un espace tête de ligne. Continuons dans l'évolution de notre activité. De plus en plus fréquemment, nous avons eu des escales multiples et parfois même des escales triples. Alors, pour pouvoir accueillir les passagers en transit en cas de triple escale, on a aménagé le petit pavillon d'accueil que vous voyez à l'est du hangar 13, toujours sur le plan. Un petit hall d'accueil juste pour délivrer de l'information touristique aux croisiéristes. Alors toute cette activité, je vous ai dit, c'est développé. La fonction transit et tête de ligne, on en a parlé, les doubles et les triples également. Et bien sûr, pour accueillir tous ces croisiéristes, il faut des équipes qui sont gérées par l'Office de tourisme. Et cela, on va l'aborder un petit peu plus tard. Cette année, c'est une année vraiment exceptionnelle pour le Havre, pour se montrer de façon internationale auprès de la clientèle des croisiéristes, puisque nous fêtons les 500 ans. Donc nous devions d'accueillir nos visiteurs dignement. Et il faut bien admettre que le hangar 12 commençait un petit peu à vieillir. Donc depuis le début de l'année, il y a des travaux qui sont entrepris pour l'aménager, le relooker, le mettre au même niveau de qualité que ce qu'on peut trouver dans le hangar 1.
Ces travaux ont commencé, mais ils ne gênent pas l'activité, puisque pour l'instant, nous n'avons que le AIDA Prima en escale hebdomadaire, tous les mardis, et le AIDA Prima est au quai Roger Monnier, celui qui est au-dessus. Donc les passagers bénéficient du terminal croisière. J'ai omis de vous signaler également que, sur cette diapositive que nous sommes en train de procéder à la sécurisation de cette pointe de Floride pour répondre bien à la sûreté qui est attendue de la part des compagnies de croisière. Donc, à partir de cette année, il va y avoir un contrôle d'accès anticipé. Jusqu'à présent, on pouvait aller jusqu'au terminal croisière. Désormais, il faudra montrer qu'on a une raison d'accéder à la pointe de Floride. Et c'est bien évidemment une condition sine qua non pour que les compagnies continuent à vouloir faire escale au Havre. Continuons un petit peu, là je vous expliquais la recette que nous avions entre les mains pour développer la croisière. D'abord créer la marque, ensuite les infrastructures pour accueillir les croisiéristes. Et le troisième axe, c'était de rejoindre les réseaux en lien avec la croisière pour faire du lobbying. Eh bien, c'est ce que nous avons fait étape par étape et chronologiquement, vous voyez, année presque par année. Nous avons tout d'abord en 2008 adhéré à l'association Cruise Europe. C'est une association d'une centaine de ports du nord de l'Europe depuis tout le nord de la Norvège jusqu'au sud du Portugal. On dépasse même largement maintenant les 100 membres, puisque je pense qu'on doit être 115 ports. Et l'activité que nous menons avec Cruise Europe nous permet d'avoir des relations avec les autres ports de croisière, mais également avec les compagnies. Chaque année, il y a une conférence qui s'appelle la Cruise Europe Conference et qui a eu lieu d'ailleurs au Havre en 2013 et qui rassemble tous les ports de croisière membres et un certain nombre de compagnies de croisière. Donc ça nous donne la possibilité de travailler vraiment en lien avec les différentes parties prenantes. Le deuxième groupe que je vous présente, si vous voulez connaître plus ces groupes, vous pouvez aller consulter les sites internet. Il y en a pour chacun d'entre eux. Atlantic Alliance, c'est un groupe d'une quinzaine de ports de l'Europe du Nord et qui travaillent ensemble sur des activités marketing. Nous essayons, avec Atlantic Alliance, de donner de la visibilité. Bruno l'a évoqué tout à l'heure, au range mer du Nord, Manche Atlantique, qui n'était pas reconnu jusqu'il y a quelques années comme une destination croisière. C'était plutôt une zone de repositionnement à l'automne et au printemps. Eh bien, grâce à tout le travail qui a été fait avec les French Atlantic Ports également, d'ailleurs, et Atlantic Alliance, nous avons pu donner de la visibilité à cette zone de navigation, et peut-être pas encore au même titre que la Méditerranée et à la Baltique, mais en tout cas, nous avons réussi à développer les croisières dans notre région. L'AIDA Prima en est un bel exemple, mais il y a aussi des compagnies comme Princess Cruises qui organisent des itinéraires en Europe du Nord et qui englobe des escales régulières au Havre. Je cite Princess, mais MSC fait également cela et va le faire de nouveau l'année prochaine. Donc, il est important de souligner que grâce à tout ce travail de lobbying, nous avons réussi à donner une véritable visibilité à notre zone de navigation. En ce qui concerne le Propeller Club, alors là, c'est plus des relations purement maritimes avec les professionnels des secteurs maritimes local, mais aussi international, puisque c'est une association internationale. Et puis CLIA, nous avons rejoint ce groupe en 2012. C'est l'association internationale des compagnies de croisière, mais qui ne regroupe pas que les compagnies, mais également les ports, justement, pour favoriser les échanges. Donc, c'est un maillage qui est très dense, mais qui nous permet de toucher à tous les interlocuteurs.
Au quotidien, eh bien, notre activité, elle est faite de beaucoup de déplacements, de rencontres pour faire la promotion de notre destination croisière. Il y a des rendez-vous incontournables. Les salons, le Seatrade Europe et le Seatrade Med ont lieu en alternance une année sur deux. Donc cette année, ça sera à Hambourg au mois de septembre. Et l'année dernière, c'était Tenerife. L'année prochaine, ce sera un port de Méditerranée ou à proximité. L'événement le plus connu, c'est le Seatrade Cruise Global qui a lieu habituellement à Miami, mais depuis l'année dernière, c'est à Fort Lauderdale en raison de travaux dans le Convention Center où a lieu d'habitude cet événement. Donc c'est vraiment la Mecque de la croisière, hein, le lieu où il faut se rendre impérativement pour rencontrer les professionnels. Et nous y allons avec nos partenaires, donc j'ai cité tout à l'heure Cruise Europe, Atlantic Alliance, aussi Atout France, pour avoir une visibilité plus importante que si nous prenions un stand Le Havre. Ce sont des salons qui ont quand même des coûts élevés, donc l'intérêt de faire partie de tous les réseaux que je vous ai détaillés, c'est de pouvoir aussi partager les frais pour faire cette promotion. Les salons évoqués précédemment sont des salons professionnels. Et pour la première fois au Havre, en 2017, nous allons avoir un salon grand public au terminal croisière où les compagnies viendront présenter leurs itinéraires. Et donc, ce seront les commerciaux des compagnies qui viendront. Donc, si vous êtes intéressé pour partir en croisière, eh bien, n'hésitez pas à venir le 30 mars au salon de la croisière, au terminal croisière. Ça vous permettra aussi de le découvrir, ce terminal, si vous ne le connaissez pas encore. Au niveau des conférences, je vous ai déjà parlé de la conférence de Cruise Europe. Le groupe CLIA que j'ai évoqué, la Cruise Line International Association, organise des forums pour les destinations. Et lors de ces forums, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appellerait des speed dating avec les compagnies de croisière. Donc, nous prenons des rendez-vous en ligne pour rencontrer des compagnies avec lesquelles nous avons des sujets à présenter ou à développer ou simplement faire connaissance. Et là, on a 8 minutes pour convaincre et prendre de nouvelles attaches avec des responsables des différents départements des compagnies de croisière. Donc, c'est une de nos façons de nous promouvoir. Le Cruise Summit est un salon une conférence sur la croisière qui a lieu à Madrid tous les ans. Alors Madrid, ça peut paraître étrange parce que ce n'est pas un port de croisière, mais c'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable de tous les professionnels, pas seulement au niveau de l'Espagne et du Portugal, mais de toute l'Europe et voire même maintenant de façon beaucoup plus internationale. Il y a aussi des représentants américains qui viennent à cette conférence. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important que j'insiste sur toutes les démarches que nous faisons parce que c'est vraiment un travail de fourmi au quotidien. Et d'ailleurs, en matière de communication, nous avons un certain nombre d'outils pour supporter nos démarches. Nous avons la brochure professionnelle qui est éditée chaque année. La brochure professionnelle dans laquelle on présente l'évolution de notre activité, la façon dont nous sommes organisés, nos installations portuaires, qu'elles soient maritimes, mais aussi qu'elles soient fluviales, puisque la croisière fluviale est également un secteur que nous développons et qui se développe. Et puis c'est une brochure qui est aussi destinée aux tour opérateurs et qui organise les excursions au Havre et au départ du Havre. Donc c'est vraiment notre boîte à outils de communication. Pour les passagers qui, eux, viennent en escale, donc là on est à l'autre bout de la chaîne, eh bien nous éditons un petit dépliant, un petit flyer qui s'appelle le Havre Highlights, donc les essentiels du Havre, parce que, comme l'a souligné Bruno tout à l'heure, les croisiéristes qui viennent en escale au Havre ne restent généralement qu'une journée, et donc il est important pour eux de pouvoir aller à l'essentiel. Donc nous leur concoctons quelques recommandations pour leur visite ou pour
d'une journée. Je fais une aparté d'ailleurs. On dit que l'escale d'une journée c'est court, mais en réalité c'est une escale longue parce qu'il y a beaucoup de destinations qui n'ont que des escales d'une demi-journée. Et là encore, notre force, c'est d'avoir Paris comme point d'attraction, parce que pour aller à Paris, eh bien, il faut faire escale au moins une journée au Havre. Donc, ça nous permet d'avoir ici sur notre territoire plus longtemps les passagers qui restent au Havre. Alors, on a évoqué les outils. Il y a aussi nos vidéos, nos supports vidéo. Je vous en passerai tout à l'heure. Nous avons notre site internet et celui de nos partenaires, Cruise Europe, etc. Et puis, les réseaux sociaux. Donc, nous essayons d'être très actifs sur les réseaux sociaux pour donner beaucoup de visibilité au Havre, que ce soit pour les professionnels, les compagnies de croisière, et qu'ils aient envie de programmer le Havre, mais aussi du grand public, pour que le public ait envie de faire escale au Havre ou de partir du Havre. Les médias spécialisés sont assez peu nombreux, mais très importants pour nous. C'est pourquoi nous entretenons des liens vraiment proches avec les rédacteurs de certains magazines spécialisés. D'ailleurs, demain matin, il y en a un qui est à bord du Aida Prima et que je vais accueillir pour l'emmener découvrir nos richesses touristiques havraises. Donc voilà, je résume ce que je viens de vous dire. Grâce à la stratégie touristique que nous avons mise en place, la marque, les infrastructures et le lobbying, le Havre est devenu ce qu'on appelle maintenant un marquee port, c'est-à-dire un port incontournable du range nord-européen et donc très important sur l'échiquier de la croisière. Avant de vous détailler nos résultats, je voulais faire un focus sur notre organisation, parce que c'est une organisation vraiment spécifique. Au Havre, la croisière est portée par l'Office de tourisme de l'agglomération havraise dans le cadre d'un partenariat avec le grand port maritime du Havre. Donc, nous avons signé une convention en 2010 et c'est l'Office de tourisme qui gère les escales, qui exploite le terminal croisière, qui est chargé de l'accueil et de l'information des croisiéristes, mais également de la sûreté et de la sécurité au terminal croisière. Donc, notre rôle va vraiment très, très loin sur la gestion de l'escale. Et puis, nous sommes également chargés de la promotion et du développement. Je rappelle, toujours en partenariat avec le grand port maritime, bien entendu. Sur la dynamique de l'activité sur le plan local, nous avons considéré qu'il était important que les institutions et les partenaires qui ont un intérêt commun au développement de la croisière puissent concourir ensemble à cette dynamique. C'est pourquoi le Club Croisière a été créé en 2012. Donc le Club Croisière, il est composé du comité stratégique qui l'a fondé, le Grand Port Maritime du Havre, la communauté d'agglomération, la Chambre de commerce et industrie et la ville du Havre. Et d'un certain nombre de professionnels donc, qui comme nous, veulent concourir au développement de l'activité. En tout, il y a une bonne 50aine de membres et ensemble, nous menons des actions d'accueil, mais également de développement sur le territoire. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette diapositive. Alors, maintenant, nous allons pouvoir aborder les résultats concrets de notre activité. Je ne suis pas remontée dans le milieu des années 90 parce que vraiment la croisière était encore anecdotique, mais partons de 2000 pour voir l'évolution de cette activité. Donc 2043 escales, 2016 118. Pour 2017, c'est le prévisionnel 143. Donc voilà, on espère que ce prévisionnel va se réaliser. On voit une augmentation assez régulière du nombre des escales, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'évolution du nombre de passagers, puisque on est passé de 38 500 passagers
et nous en attendons plus de 400 000 en 2017. Donc là, vous voyez que les chiffres sont vraiment très importants et très encourageants. Parallèlement à l'activité maritime, un focus sur la croisière fluviale. Là aussi, on a eu des périodes de creux. Hein, vous voyez, entre 2007 et 2011, on a plus d'escale fluviale. En fait, le grand port fluvial de l'estuaire de la Seine, c'est quand même, il faut reconnaître, Honfleur. Mais Honfleur commence à parfois être saturé et les compagnies ont commencé à regarder ce qu'il y avait comme alternative à l'embouchure de la Seine et se sont intéressés au Havre, bien sûr. C'est aussi lié au fait que les bateaux fluviaux, eux aussi, deviennent de plus en plus gros et que nous avons la possibilité de les accueillir au Havre. Donc, tout ce que je vous ai décrit de façon détaillée pour la croisière maritime, eh bien, vous pouvez considérer que nous menons exactement les mêmes actions pour la croisière fluviale. Et pour l'année 2017, nous savons que nous avons déjà 2 compagnies qui ont programmé des saisons, alors que à peu près jusqu'à l'année dernière, les compagnies réservaient leurs escales au fur et à mesure quand elles décidaient de venir au Havre. Maintenant, elles commencent à se rendre compte qu'il y a une demande et qu'il est prudent d'anticiper pour réserver son quai. Donc, c'est un bon signe pour nous. Cette année, nous attendons donc près d'une 50aine d'escales. Nous avons évoqué finalement au fur et à mesure des précédentes diapositives un ensemble de points que je vais vous rappeler, notamment le fait que nous sommes bien dans une activité de transit et de tête de ligne, mais le transit est quand même la part la plus grosse de notre activité. Donc notre ambition, c'est donc désormais d'attirer les croisiéristes en tête de ligne et que les compagnies de croisière proposent des embarquements au Havre. Donc il y a plusieurs cas de figure possibles. Une tête de ligne complète, mais là ça c'est possible pour des navires de petite taille puisque nos installations ne nous permettent pas de débarquer ou embarquer 3000 passagers, sauf dans le cadre d'événements exceptionnels. Ça va être le cas d'ailleurs cette année avec le MSC Meraviglia qui va être baptisé au Havre et qui va embarquer des passagers. Donc, à l'occasion de cette escale très précise, on va mettre en place des installations spécifiques pour embarquer un volume important de passagers. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore équipés pour cela. Les compagnies, par contre, ont bien compris que c'était très pratique pour elles de faire ce qu'on appelle de l'interporting au Havre. Embarquer un certain nombre de passagers français au Havre, qu'ils redébarquent après avoir fait un tour d'Europe et à chaque escale dans un autre port d'Europe, elles font le même mouvement de passagers avec les nationalités concernées, en embarquant des Anglais à Southampton, des Allemands à Hambourg, etc. Donc des ronds dans l'eau pour faire de l'interporting. Les raisons de notre succès, eh bien, oui, il est utile de les rappeler, c'est aussi notre capacité à accueillir les plus grands paquebots en service actuellement. C'est une raison naturelle, je dirais, de l'évolution de notre activité et d'avoir aussi un port qui est accessible 24 heures sur 24. Puis les efforts qui sont mis derrière pour accueillir les compagnies de croisière, notamment on l'a évoqué avec le AIDA Prima et le GNL, des travaux ont été réalisés spécifiquement pour pouvoir fournir le GNL. Donc il y a toujours une volonté d'aller vers les demandes des compagnies de croisière. Alors, nos visiteurs, qui sont-ils? C'est une autre façon de regarder la présentation des compagnies de croisière que nous avons eue tout à l'heure et de présenter les grands groupes. Sur cette diapositive, vous avez tous les logos des compagnies qui viennent au Havre. Hein. Donc, elles sont quand même assez nombreuses et pour nous, c'est intéressant parce que si une compagnie décide de changer d'itinéraire, d'aller dans une autre zone du monde et de ne plus venir au Havre, eh bien, on a quand même pas mal de clients
sur lesquels on peut compter. Donc, dans le groupe Carnival, vous avez toutes les marques là qui sont présentées et qui représentent chacune des segments de clientèle. On l'a évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle la croisière de masse, ou les compagnies préfèrent dire la croisière contemporaine. Eh bien, chez Carnival, il y a le groupe AIDA, Costa. On va retrouver chez Royal Caribbean RCI, Royal Caribbean International, Pullman Tour et TOI. Puis un autre groupe, la Norwegian Cruise Holding, qui a plusieurs marques. Alors NCL, oui, c'est entre contemporain et premium. Et puis des compagnies indépendantes. Ensuite, sur la croisière de luxe, on voit qu'on a Cunard qui vient au Havre, Holland America Line, on a Oceania Cruises, Regent. Ça, ce sont des marques de luxe. Et puis, dans chaque segment, il y a aussi des nationalités qui vont être visées, ciblées, comme par exemple AIDA, uniquement les Allemands, Pullman Tour, même si Pullman Tour a repris Croisière de France, c'est quand même clairement la clientèle espagnole qui remplira ces bateaux. TOI chez Royal Caribbean est destiné à la clientèle allemande. Donc chaque marque, y compris à l'intérieur d'un même groupe, est concurrente l'une de l'autre. Ce tableau, ça permet aussi de mettre en avant que, contrairement à une idée souvent répandue, il n'y a pas que les gros paquebots de croisière contemporaine ou de masse qui viennent au Havre, mais également des compagnies de luxe. J'en ai cité quelques-unes. On pourra citer également Silversea, Viking, qui propose des croisières haut de gamme. Donc notre clientèle est vraiment très diversifiée et ça se voit bien sur ce tableau. Au niveau des compagnies fluviales, je vous les ai citées, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vous les citer maintenant. La compagnie Lufthansa, c'est la nouvelle, celle qui commence cette année, avec le bateau Amadeus Diamond, et la compagnie Skila avec le Swiss Sapphire. Voilà un peu la carte de notre clientèle. Et bien entendu, ces visiteurs et toutes ces nationalités, ça nous amène des clientèles avec des besoins différents. Pour parler plus précisément des nationalités, en 2016, nous avons accueilli 79% d'Européens. Vous vous rappelez, tout à l'heure, en introduction, je vous disais qu'il y a 15-20 ans, 85% de notre clientèle était américaine. Eh bien, en fait, l'évolution s'est faite sur les Européens qui ont un engouement certain pour les croisières, les Allemands en premier et les Anglais qui les suivent de près. Donc, on a vu tout à l'heure que les Français étaient très peu nombreux, mais j'aimerais dire pour l'instant, parce que si la croisière tête de ligne, si les têtes de ligne et les embarquements se développent au Havre, ce sera bien la clientèle française que nous viserons dans ce cas-là. Alors, bien évidemment, il faut que nous nous adaptions à ces clientèles au niveau de l'accueil. C'est pourquoi notre flyer highlight, il est bilingue, anglais-allemand, mais en temps utile, nous l'adapterons aussi pour d'autres nationalités. Et le personnel qui travaille au terminal croisière est aussi bilingue, anglais, allemand, et ça c'est obligatoire maintenant. Alors, un petit peu plus d'images maintenant. Le Havre, c'est vraiment devenu une destination croisière, un marquis port, je vous l'ai dit. C'est pour plusieurs raisons. Grâce à l'attractivité de notre territoire, le Havre, berceau de l'impressionnisme, le Havre, patrimoine mondial, une offre de shopping tous les jours de la semaine. Tous les magasins ne sont pas ouverts le dimanche, mais enfin, on en trouve qui sont ouverts. Et ce n'est pas le cas de tous les ports de croisière. Donc là aussi, c'est un atout que nous mettons en avant. C'est aussi une ville qui va bénéficier d'une visibilité internationale en 2017, je le rappelle encore, mais j'aime bien le dire, grâce à l'anniversaire, les 500 ans du Havre, qui vont donner lieu à un certain nombre d'événements croisières. Je vous ai cité le baptême du MSC Meraviglia. Il faut bien
comprendre que un baptême de paquebot au Havre, il n'y en a jamais eu. Et ça va vraiment être un événement qui va donner un rayonnement international au Havre. Et l'autre événement croisière de l'année, eh bien, c'est la transatlantique historique. Là aussi, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont venir embarquer au Havre pour y participer. Une transatlantique à bord du Queen Mary 2, direct, Le Havre-New York, sans étape. Là aussi, c'est une première. Donc, il reste encore quelques places. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous de venir au Salon de la croisière organisé au terminal croisière en partenariat avec Perrier Voyage le 30 avril pour réserver une de ces belles croisières. Donc la force du Havre, je l'ai dit, hein, c'est ce que nous avons sur notre territoire, mais c'est aussi ce que nous pouvons proposer en matière d'excursion. On va voir ça sur la diapositive suivante. Simplement, là, vous voyez ce qui est mis en place pour accueillir les croisiéristes en centre-ville. Lorsque les croisiéristes arrivent avec les navettes, eh bien, il y a un point d'accueil avec du personnel mis en place par l'Office de tourisme pour expliquer aux croisiéristes ce qu'ils vont trouver comme activité à faire pendant leur escale. Donc, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. On les accueille au terminal et on les accueille aussi en centre-ville et pas uniquement dans les antennes de l'Office de tourisme. Alors, maintenant, comment est-ce que cela se répartit ? Alors, j'entends souvent tous les croisiéristes partent en excursion et il y en a peu qui restent au Havre. Eh bien, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Bruno, et ce que je vous montre aussi sur ce graphique, c'est que on voit bien qu'il y en a une grande partie qui reste au Havre, 55%. Mais certes, ces 55% voyagent souvent de façon autonome. Alors autonome plus ou moins, puisque nous mettons en place un service de navette au départ du terminal croisière pour leur permettre d'aller en centre-ville en étant véhiculés. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont à pied, notamment les Allemands qui aiment beaucoup marcher, qui vont à pied ou en vélo, et même parfois en Segway. Je ne sais pas si vous les avez vus se déplacer en Segway, mais ils se déplacent par petits groupes. Là, on en voit à vélo. Et puis, il y a tous ceux qui partent en excursion, donc 39% des passagers. Je vous rappelle que c'est très important qu'il y en ait beaucoup qui partent en excursion, parce que c'est comme ça que les compagnies de croisière programment le Havre comme destination. Et pour les excursions, la répartition se fait en région parisienne, Basse-Normandie, Val-de-Seine et Côte d'Albâtre. Les principales destinations qui sont demandées par les croisiéristes, Paris étant la limite est et le Mont-Saint-Michel la limite ouest. Alors ça, je pense que c'est la partie qui va vraiment vous intéresser encore plus. Ce sont les retombées économiques pour notre territoire. Les données que je vous communique aujourd'hui sont issues d'une enquête qui a été menée en 2013. Nous attendons les résultats d'une nouvelle enquête qui seront communiqués prochainement, mais dont je ne dispose pas encore. Simplement pour vous analyser ces chiffres, on va rappeler qu'en 2013, on était aux alentours de 200... ça y est, j'ai perdu mes données. 200 et quelques mille passagers. 2013... je l'ai pas là, mais enfin, on devait être aux alentours de 250 000 passagers et que nous sommes maintenant à 332 000 passagers. Donc, les chiffres peuvent être extrapolés. La dépense moyenne par passager en transit, donc ceux qui font une escale au Havre, était de 87,53 €. Dans cette somme, il y a une partie qui concerne les excursions, mais pas nécessairement ce qui reste à bord pour la compagnie. Ça englobe aussi le transport à terre, le guide, la partie pour le réceptif. Et puis, près de 27 € pour les autres dépenses. Donc ça, c'est ce qui reste vraiment au niveau des achats, restauration et souvenirs.
On considère que pour les passagers qui sont en tête de ligne, la dépense est double parce que les passagers arrivent la veille pour embarquer le lendemain. Donc là, pour cela, je n'ai pas d'études à vous présenter. Donc je vous donne simplement cet indicateur. Et puis, il y a une autre partie des personnes qui fréquentent la pointe de Floride, qui sont les membres d'équipage et qui, eux aussi, sont de plus en plus nombreux. Vous vous rappelez la fréquentation du Havre dans les années 2000 ? On a plus de membres d'équipage, beaucoup plus de membres d'équipage maintenant qu'on avait de croisiéristes à cette époque. Donc 130 000 passagers, membres d'équipage, tout du moins, qui viendront au Havre en 2017 et qui font des escales, pour certains, récurrentes et qui sont à même de parler de leur expérience au Havre à bord lorsqu'ils sont en contact avec les passagers. Pourquoi nous considérons qu'il est très important d'accueillir les membres d'équipage et en partenariat avec le Siemens Club, on voit une photo d'un des membres du Siemens Club qui vient au terminal croisière accueillir les membres d'équipage. Nous menons un certain nombre d'actions avec le Siemens Club pour promouvoir les escales auprès des membres d'équipage. Donc maintenant, nous allons aborder l'impact sur l'emploi. Et à l'issue de cette diapositive, on va passer une vidéo pour illustrer. Ah oui, il faut que j'aille un peu plus vite. Bon, ok. Alors, est-ce que vous voulez lancer la vidéo? Je vais expliquer en même temps. Donc, pour gagner un petit peu de temps sur la présentation, parce que je pense que j'étais un peu longue, excusez-moi, on va lancer la vidéo et je vais vous donner des commentaires sur l'organisation et l'impact sur l'emploi. Donc, cette vidéo que vous allez voir, la première que vous allez voir, en fait, est une vidéo commune avec les autres ports de Normandie. C'est une vidéo qui a été financée par le comité régional de tourisme de Normandie pour montrer l'impact des croisières. Et donc, vous verrez des images du Havre, mais également de Honfleur, Rouen et Cherbourg, qui sont à la fois des concurrents, mais aussi des partenaires pour nous, puisque nous faisons beaucoup de promotions ensemble. Et il arrive parfois que des compagnies programment des escales aussi bien au Havre et à Cherbourg. Donc, on peut considérer qu'ils sont aussi nos partenaires et pas seulement nos concurrents. Les professionnels vont s'exprimer eux-mêmes, donc c'est eux qui vont faire le commentaire. Alors je représente BLB Tourisme. Donc, je représente une activité de tour opérateur. Nous avons un restaurant, brasserie, qui est dans un cadre authentique. Je tiens une épicerie fine au Havre. Et nous avons une autre épicerie fine à Rouen également. Je suis gérant de la société Piron Voyage. Bonjour, je suis caviste au Havre. Ici, je représente une activité de cadeaux déco, produits souvenirs pour la ville du Havre. La restauration traditionnelle. Je suis responsable communication et marketing du restaurant La Couronne, qui est la plus vieille auberge de France. On représente l'activité de la pâtisserie et de la boulangerie. On s'étend aussi au niveau de l'épicerie fine et de la déco. Je suis restaurateur à Rouen. La Normandie représente 100% de l'activité de mon entreprise. Environ 10%. Ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, on voit toujours des croisiéristes à chaque fois qu'il y a une escale. Ça met une excellente ambiance dans les halles parce qu'ici, ce sont des halles alimentaires. Donc on entend parler toutes les langues, c'est très gai, même pour nos clients habituels. 60% de notre marché, c'est des croisières. Ça dépend vraiment de la saison. En fait, vous avez sur le mois de septembre et octobre, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Par contre, en période de fête de fin d'année, c'est clair que c'est plutôt la gamme cadeau déco qui reprend le dessus avec notre clientèle habituelle. Entre 5 et 10% de notre activité et principalement l'été, pendant la forte saison touristique, mais aussi maintenant, et c'est une nouveauté depuis 2 ou 3 ans, autour de la période de Noël, pour les fêtes de fin d'année. La part de croisiéristes pour Honfleur est énorme, ça doit représenter à peu près 80%. On sent depuis quelques années, bien évidemment,
dorénavant une montée de cette clientèle. Au niveau de la croisière, il y a vraiment une réelle évolution, hein, beaucoup plus de paquebots qu'avant. Rien qu'au Havre, hein, par exemple, ils n'ont pas tout à fait doublé, mais presque le nombre d'escales. Il y a de plus en plus de touristes qui ont un réel attrait pour la Normandie. Bah, chaque année, on a davantage. Bah forcément, il y a quand même eu beaucoup plus d'escales ces dernières années. Donc on voit beaucoup plus de croisiéristes. Il y a une grande évolution. Il y a de plus en plus de familles avec des enfants qui viennent faire des croisières avant qu'on ne voyait pas. Alors ça, c'est ce qui est très aléatoire. C'est que des fois, on nous annonce un gros paquebot avec 4000 passagers à bord. Et comme aujourd'hui, nous avons un bateau 3 fois moins gros. Sauf que c'est un bateau avec des croisiéristes qui sont présents sur le Havre. Et depuis mon ouverture ce matin, je n'arrête pas. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on voit que ça se développe bien. Oui, le nombre de croisiéristes est en évolution constante depuis un certain nombre d'années. Il a fallu vraiment une capacité d'adaptation pour pouvoir répondre à la demande, en fait, hein, parce que l'offre n'était pas forcément à la hauteur. On avait déjà la carte traduite en anglais et là, on va la traduire en espagnol. On a mis en place une table normande, quand même, en regroupant tous les produits normands qu'on vendait avec une signalétique. De toute façon, en tant que commerçant, on est obligé de s'adapter à notre clientèle, donc que ce soit au niveau des horaires, d'ouverture du magasin, au niveau des produits proposés. On parle les langues ici de façon à pouvoir les accueillir dans leur langue maternelle, bien évidemment, c'est la moindre des choses. C'est pas exactement qu'on a dû s'adapter, c'est qu'on nous a demandé des produits qu'on proposait pas habituellement, et notamment un auquel on croyait pas au début et qui maintenant marche très très fort, ce sont les goûters de l'après-midi. Donc, on sent une demande de façon plus forte d'authenticité et de régionalisation dans les produits. Nos autocaristes qui se développent autour de nous, hein, forcément, puisque, on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de paquebots, donc il faut plus en plus de moyens pour recevoir les passagers. Également les guides, hein, il faut se former aux nouvelles excursions. On a de plus en plus de demandes, d'activités, de clients qui souhaiteraient étendre leur séjour. on me demande beaucoup ce qu'on peut faire après le goûter de la couronne, ou ce qu'on peut faire avant le goûter de la couronne. La boutique de l'Office du tourisme de Rouen s'est développée depuis quelques années en matière de chiffre d'affaires. Il y a plus d'une 50aine de paquebots en commande et c'est le record dans l'histoire du monde de la croisière. Il y aura de plus en plus de navires en circulation, notamment au Havre, Cherbourg, Rouen et Honfleur. Ah bah oui, je pense, oui, il va y avoir davantage de monde. Le monde attire le monde, le bouche à oreille aussi. Quand je regarde les réservations à N+1, je reste confiant. Je pense que le tourisme fluvial va croître. Oui, parce que tous nos élus considèrent que c'est un axe stratégique, le fluvial et le maritime, en matière de développement touristique. Donc on peut penser que les investissements seront faits pour encore monter le niveau qualitatif de l'accueil de ces touristes. Voilà, alors ça c'était pour illustrer l'impact économique des croisières. Et dans la foulée, on va passer la deuxième vidéo que je vais vous commenter, puisqu'il n'y a qu'un fond musical qu'on va pouvoir mettre très bas d'ailleurs. Comme ça, vous allez pouvoir m'entendre. Donc sur la vidéo qui va maintenant être présentée, on aborde les métiers. On va mettre en plein écran. Voilà, les métiers et les différents intervenants. Donc, quand le bateau arrive en escale le matin, l'intervenant, c'est la capitainerie, le pilote qui va chercher le navire en rade. Est-ce que c'est possible de baisser un peu la musique? Merci. Et ensuite, le navire arrive à quai. Donc là, un certain nombre de professionnels interviennent. Notamment les lamaneurs pour amarrer le navire, les équipes du port qui mettent en place les passerelles. Voilà, là, les passagers sont déjà descendus par les passerelles. Et puis ensuite, ils vont à la rencontre des différents intervenants sur le terminal croisière. Là, ils vont trouver les autocaristes et leur Théo réceptif qui les emmène en excursion. Pour ceux qui veulent voyager de façon autonome, des taxis, des loueurs de voitures, des hôtesses d'accueil multilingues. Et puis, il y a d'autres professionnels qui peuvent intervenir, qui sont des administrations comme la police aux frontières, la douane.
Donc on voit que c'est vraiment très diversifié au niveau de l'impact sur l'emploi. Une fois que les passagers sont à terre, eh bien c'est les commerces et les services qui vont bénéficier de l'arrivée des croisiéristes. Dans le secteur portuaire, je vais vous citer aussi un intervenant important, c'est l'agent maritime. Alors cette vidéo, elle est un peu ancienne, il n'y a plus d'espace Internet dans le terminal maintenant, il y a le Wi-Fi, c'est encore plus pratique. Donc pour revenir sur le rôle de l'agent maritime, qui est le lien entre la compagnie de croisière et le port. D'autres intervenants qu'on ne va pas forcément voir sur cette vidéo, ce sont les avitailleurs, qui amènent de l'avitaillement à bord des navires. Il y a toute la partie de traitement des déchets aussi, de collecte des déchets, et les sociétés de gardiennage. Donc là, on arrive sur la partie excursion. Donc là, c'est plus pour montrer la diversité de notre activité. D'abord au Havre, parce que quand on fait la promotion, bien sûr, on met en avant d'abord le Havre, et puis ensuite au niveau de l'ensemble de la Normandie, et puis Paris. Et il y a un petit focus aussi sur la croisière fluviale. Donc cette vidéo, elle est un petit peu ancienne. Là, on est en train d'en sortir une nouvelle pour justement les 500 ans du Havre. On devait aussi avoir une vidéo tout à fait actuelle. Compte tenu de l'heure tardive, voilà. On va devoir arrêter en vous remerciant infiniment. Voilà. La fin de la vidéo, c'est simplement le retour à bord des passagers. Voilà. Donc, merci à tous de votre attention. Alors, merci infiniment à nos deux conférenciers. Ils avaient tellement de choses à nous dire que le temps des questions est réduit à très très peu. Éventuellement 5 minutes, parce que par respect pour le personnel de l'université qui reste un peu plus tard qu'à l'accoutumée, nous devons quand même quitter cet amphi dans des délais assez courts. Alors, y a-t-il 2 questions maximum que vous souhaiteriez poser aux conférenciers ? Merci. Bonsoir. Je voulais savoir qu'en est-il des barges au gaz naturel liquéfié ? Parce que ça avait été proposé et je crois que les armateurs étaient contre. Je peux vous parler du cas du Havre. L'armement qui souhaitait être avitaillé en gaz naturel, c'est AIDA. Et leur demande, ça a été que l'avitaillement se fasse à terre. Donc voilà, on a répondu à cette demande. Pardon ? Vu que pour le moment, c'est que l'AIDA, pour les autres bateaux, rien n'a été envisagé. Alors, les demandes en fait, vont être traitées en fonction des souhaits des armements. Donc, pour l'instant, l'avitaillement se fait à terre selon leurs souhaits. Encore une question éventuellement. Alors, tout là-haut, donc il faut que je remonte. Mais c'est bon, ça permet de faire du sport en même temps. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'attraction du musée Malraux pour les touristes? Vous parliez peut-être des chiffres qui n'étaient pas top. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai que quand je prospecte les compagnies et que je fais la promotion du Havre, je mets en avant le fait que le Havre est le berceau de l'impressionnisme, que c'est ici qu'est né ce mouvement avec le tableau de Monet, Impression Soleil-Levant, et que nous disposons d'un musée qui a la plus belle collection impressionniste de France après le musée d'Orsay. Et je pense que c'est un message qui séduit. Mais dans la réalité, on constate bien que les visiteurs pour le MUMA ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaitons. Je pense que c'est un besoin de notoriété aussi pour le musée, un besoin qui va certainement être comblé
à l'occasion du 500e anniversaire et des expositions extraordinaires qui vont y être présentes, notamment Pierre et Gilles et la présence de Impression Soleil Levant au Havre. Les compagnies sont extrêmement réceptives à ce genre de message et quand elles viennent et qu'elles voient, elles assurent mieux la promotion. Donc on compte vraiment beaucoup sur cette année pour développer cette notoriété. Comme je vous disais, le slogan du Havre, c'est le Havre, the Gateway to Paris, donc Porte Océane de Paris. Moi, mon objectif pour 2017, c'est que ça devienne le Havre destination croisière, cruise destination, et pour que justement des outils comme le MUMA soient vraiment valorisés. Donc alors, le journaliste qui vient nous voir demain, croyez-moi, je l'emmène au MUMA. Une ultime question et une réponse brève, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la majorité des escales en 2016 et en ce début 2017, puisqu'au mois d'avril, ont lieu avec l'Aïda Prima le mardi, alors que le mardi, c'est bien connu que tous les points touristiques au Havre sont fermés, y compris le musée Malraux. La majorité des escales n'a pas lieu le mardi, mais il y a certes beaucoup d'escales le mardi et toutes celles du Aïda Prima, c'est exact. En fait, le Aïda Prima, il part de Hambourg. Et son itinéraire est ainsi construit avec une journée en mer, une escale au Havre, escale à Southampton. Et je vais vous expliquer aussi, mais c'est un petit peu difficile de faire vite, qu'on a essayé de faire des tests. Alors, les occasions qui nous ont été données n'ont pas été nombreuses, seulement à 2 escales où le Aïda Prima est venu un lundi au lieu d'un mardi pour essayer de faire venir les passagers dans le musée. Nous avons mis en place une opération de communication extrêmement importante auprès des passagers. Nous avons mitraillé ou matraqué d'informations avec des flyers offrant une place achetée, une place gratuite au MUMA. Et même avec ça, on a eu très peu de visiteurs et j'ose même pas vous dire combien on en a eu ce jour-là. Donc bien sûr, c'est sur un travail de longue haleine qu'on pourrait développer leur intérêt. Bien, merci infiniment à Valérie Conan et à Bruno Lecocq. Et nous nous retrouvons dans une semaine ici pour accueillir Maria Gravari-Barbas sur l'UNESCO et le patrimoine et la mondialisation du patrimoine.